Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux questions minières en Guinée, notamment au méga projet pour les blocs 1 et 2 de Simandou, un contrat bénéficié par la société minière de Bokeh, SMB Mining. Pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Amadou Ba de l'ONG Action Mine Guinée. Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on s'intéresse à ce méga projet des blocs 1 et 2 de Simandou. En tant que spécialiste des questions minières, parlez-nous-en de ce projet, l'analyse du projet. D'accord, merci pour l'invitation. C'est un projet que vous connaissiez qui a beaucoup, disons, fait couler d'encre et de salive ces 10 dernières années en Guinée, avec pour une première fois l'acquisition de ce titre par Denis Tenes, la société BGR, et finalement qui a signé une joint venture avec Vale, qui a donné la société de droit guinéen qu'on appelle VBG, Vale, Denis Tenes Group. Alors, il y a eu un problème de corruption soulevé dans l'acquisition du titre par Denis Tenes. L'État guinéen a porté, disons, le dossier devant la justice. Il y a eu également une plainte de Denis Tenes au niveau du CIRLI, c'est-à-dire de la Cour internationale relative au règlement des différends par rapport aux investissements. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre depuis 2012. Et voilà, après, il y a eu une négociation entre l'État guinéen et Denis Tenes pour gérer le problème à l'amiable. C'est ainsi que l'État guinéen a eu le droit de remettre sur le marché international les blocs 1 et 2 de Simandou, jadis occupés par Denis Tenes à l'issue de cet accord. Oui. Alors, un appel d'offres international a été lancé en août 2019. Au mois de novembre, le verdict a donné SMB Winning, vainqueur de l'appel d'offres international lancé. Donc, ce qui lui donnait de facto le droit d'occuper le titre minier en question sur les blocs 1 et 2 de Simandou. Oui. À l'issue de cet octroi, il y a eu d'intenses négociations entre le gouvernement, les services du gouvernement guinéen et la société. Oui. Et après 6 mois, on est arrivé à un accord global qu'on appelle la convention de base. Oui. Ici, c'est le soulagement en fait de tout ce qui va être obligation dans le cadre, bien entendu, de cette exploitation qui estime l'investissement global du projet à 14 milliards pour le moment. Oui. Et vous allez comprendre par là que c'est la convention de base. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être détaillées dans cette convention de base en termes d'obligations, mais aussi en termes de phase de progression du projet. Si nous pensons, disons, au chemin de fer sur le corridor Simandou, et nous pensons au port en eau profonde du côté de Matakan, qui était dans la cartographie initiale du projet. Oui. Alors, Monsieur Amadou Ba, justement, merci pour ce bref rappel historique concernant l'acquisition de ce contrat. C'est vrai que SMB Winning est désormais détenteur de ce projet. Alors, est-ce que tous les critères ont été respectés pour l'obtention ou l'acquisition des blocs 1 et 2 de Simandou? Les critères, disons formellement, le gouvernement guinéen dit que à l'issue de l'évaluation de l'offre, SMB Winning a répondu aux critères, a présenté une offre plus alléchante par rapport à son concurrent direct qui était Fortescue, qui est une société, disons, australienne. Pour le moment, on n'est pas dans le secret de la commission de dépouillement des offres pour dire que telle société a été à la hauteur ou telle n'est pas été à la hauteur. On peut croire sur parole le gouvernement guinéen sur en fait dans cette affaire, mais il faut noter que les choses sont allées très vite par rapport à d'autres sociétés
qui ont toujours peiné dans les négociations, qui ont eu des difficultés dans le cadre, bien entendu, de la relation avec l'État. Oui. Alors aujourd'hui, parlant justement en termes d'impact ou d'avantages du projet, quels sont les avantages justement de ce contrat aujourd'hui ficelé entre la SMB et l'État guinéen? L'avantage est que tout investissement direct étranger venant dans notre pays est quelque chose de salutaire parce que c'est de l'emploi qui sera créé dans le futur, c'est des revenus qui seront garantis pour l'État dans le futur, c'est également d'autres opportunités connexes au projet qu'on appelle contenu local qui seront, disons, offertes à l'État guinéen et aux citoyens guinéens qui verront leur pouvoir d'achat un peu amélioré en termes, disons, de niveau de vie, parce que l'emploi est synonyme, bien entendu, de l'amélioration du pouvoir d'achat d'un citoyen. Oui. Donc ça, c'est un avantage de ce côté. Et l'autre avantage qui pourrait être indirect, c'est l'avantage lié à l'incitation concurrentielle sur le Simandou. Vous savez que Simandou, c'est une chaîne de 4 blocs. Quand les blocs 1 et 2 sont attribués à SMB Uni, oui, et que les blocs 3 et 4 restent encore dans l'escarcelle de Rio Tinto et ses partenaires, c'est-à-dire Chinalco et la SFI, qui sont coactionnaires dans le projet. Peut-être que cet investissement d'une valeur de 14 milliards permettra, bien entendu, à Rio Tinto de se voir bousculer sur le marché international en termes, disons, de fourniture de matières premières liées au fer sur le marché international. Donc, est-ce que ça ne va pas titiller en quelque sorte l'orgueil de Rio Tinto qui est en Guinée depuis 1997 et qui a eu sa convention de base signée en 2002, qui traîne encore les pas. Donc ça pourrait peut-être inciter Rio Tinto, et quand Rio Tinto s'engage dans la mise en œuvre, la mise en valeur du projet sur les blocs 3 et 4, ça permettra une fois encore à l'État de créer beaucoup plus d'emplois, ça permettra de maximiser les revenus internes en termes de valorisation de nos potentiels dans le cadre du contenu local. Ça permettra bien entendu de créer, disons, un tissu économique assez important sur toute l'étendue du territoire parce qu'il faut noter que ce projet, notamment le corridor, traverse 11 préfectures de la Guinée, c'est-à-dire de Kérouané à Beila jusqu'à Forêt-Carrière. Donc ça va créer une certaine stimulation de l'activité économique dans ces zones. Donc ça peut être aussi un avantage indirect. Alors, tout à l'heure, justement, M. Ba, vous avez parlé du contenu local. Pour un Guinéen lambda qui n'a pas idée justement sur ce contenu local, à quoi vous faites allusion concrètement? Le contenu local, c'est que c'est un nouveau concept qui désigne 3 choses principalement. C'est bien sûr l'emploi en premier lieu, l'emploi des nationaux, c'est-à-dire tout projet qui vient en Guinée, pour que les Guinéens puissent bénéficier de façon pleine des investissements étrangers. Il faut que ce soit les Guinéens qui soient majoritairement employés dans le projet. Et c'est ce qui est prévu, disons, dans le code minier, aux articles 107, 108 et 109, qui voudraient que l'emploi soit majoritairement guinéen, que la sous-traitance soit majoritairement guinéenne, que les entreprises guinéennes puissent avoir des marchés de sous-traitance avec la société qui exploite, comment dirais-je, le gisement du côté de Simandou. Et de l'autre côté, qu'il y ait une valorisation de la ressource humaine à travers la formation et le renforcement des capacités pour permettre au personnel local, pour permettre, disons, aux nationaux d'avoir un certain niveau de compréhension de la chaîne des valeurs de l'investissement minier en Guinée. Oui. Comme ça, on n'aura pas à importer des travailleurs venant du Ghana, de la Côte d'Ivoire ou encore d'un autre pays pour des travaux qui nécessitent une certaine expertise. Donc, ça va permettre aux Guinéens d'avoir un niveau assez élevé. Comme ça, à la longue, on aura une main-d'œuvre abondante, qualifiée, capable d'occuper l'ensemble des opportunités offertes sur toute la chaîne des valeurs
de l'industrie minière en Guinée. Voilà l'explication sommaire de ce qu'on appelle le contenu local. Et de façon claire et un peu détaillée, c'est quand une société vient par exemple, elle aura besoin de la nourriture pour ses travailleurs, elle aura besoin d'acheter de la tenue pour ses travailleurs, elle aura besoin de soigner ses travailleurs, elle aura besoin en quelque sorte de créer un certain nombre de conditions de vie pour ses travailleurs, mais aussi aura besoin d'autres services, notamment le défrichage des pistes rurales, la construction de la cité. Si c'est des entreprises guinéennes et que ce soit des Guinéens qui bénéficient de tous ces marchés, ça va encore stimuler le pouvoir d'achat de Guinée et c'est une chaîne. Quand le maçon a un revenu de 5 millions, c'est que tout de suite, le vendeur d'habits aura sa part, le menuisier aura sa part, et sa femme et les femmes qui vendent au marché auront leur part. Donc, c'est une sorte de dispatching, disons, des revenus de l'exploitation minière à une bonne frange de la population, au-delà des revenus perçus par les régies financières de l'État, c'est-à-dire le Trésor public, la Direction nationale des impôts ou encore, disons, la Direction générale des douanes. Alors, Monsieur Ba, justement, parlant aujourd'hui du contenu local, le plus souvent, beaucoup de difficultés rencontrées au niveau de ces zones minières. On a l'impression que les cahiers des charges ne sont le plus souvent pas respectés par ces compagnies minières. Est-ce qu'il n'y a pas de doute de ce côté? Il faut savoir que la Guinée a un déficit. Aujourd'hui, franchement parlant, on ne peut pas avoir toute la main-d'œuvre nécessaire à l'ensemble, disons, de la chaîne des valeurs des industries extractives en Guinée. On ne peut pas avoir, en fait, des travailleurs pouvant occuper toute la chaîne. Pour le moment, on est obligé de faire avec certains experts étrangers qui viennent, parce qu'on n'a pas encore ces profils en Guinée. On a combien d'instituts ou d'écoles qui forment en industrie, plutôt en maintenance industrielle en Guinée? Très peu. On a en fait des spécialités de pointe sur lesquelles on n'a pas encore cela. Mais de l'autre côté, il faut savoir que l'État guinéen devrait, pour, disons, conjurer ce mal qui est en train de se développer dans ces zones minières, l'État guinéen devrait songer à mettre en place une politique incitative allant dans le sens de faire de sorte que les jeunes Guinéens qui quittent le lycée optent pour des filières techniques qui sont beaucoup plus demandées dans les entreprises minières par rapport aux filières, disons, qui nécessitent des études de haut niveau, des études de droit ou encore des études d'économie ou de comptabilité. Donc, je pense qu'il y a un déficit en termes d'offres internes par rapport à l'emploi et qui doit être comblé pour que nous soyons en mesure de combler les quotas qui sont dans le code minier. Parce que les quotas sont là, il faudrait que nous soyons en mesure de combler ces quotas. Sinon, les entreprises qui sont là pour fructifier leur investissement seront obligées de faire appel à des entreprises sénégalaises, de faire appel à des entreprises ou en tout cas à de la main-d'œuvre ghanéenne ou sierra-léonaise pour combler ces attentes parce qu'elle a des obligations dans ce sens. Et de l'autre côté, c'est un laxisme de l'État en matière de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Si nous nous sommes engagés dans la logique de créer, c'est-à-dire de valoriser le contenu local chez nous, il va falloir que l'État mette en œuvre une machine de production de compétences locales et faire de sorte qu'il y ait un suivi de cette formation à la base et faire le suivi de l'application des obligations qui sont contenues dans les conventions qui prennent force de loi vis-à-vis des entreprises minières. Donc ça, c'est un problème. À ce jour, le ministère des Mines est en déficit de ressources humaines et de compétences pour mettre en valeur le contenu local, même si on a créé une direction générale chargée du développement du contenu local et des relations communautaires, mais malheureusement qui tarde à entrer en action parce qu'elle n'a pas la main-d'œuvre, en fait les compétences qu'il faut, elle n'a pas encore le personnel qu'il faut, et elle n'a pas encore les mains libres pour agir de façon, disons, objective.
Oui. Alors, justement, M. Ba, vous avez touché un point très important, ce contenu le cas, c'est par rapport à la formation professionnelle. On a l'impression qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas du tout créées pour justement valoriser la formation professionnelle en République de Guinée, afin justement disons, d'avoir beaucoup d'emplois dans ces mines. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de renforcer ou de valoriser les formations professionnelles en République de Guinée? Oui, l'État devrait se donner ses moyens parce que c'est là où on a beaucoup plus de revenus. Si vous calculez, c'est-à-dire vous mettez dans la même balance les revenus qui sont perçus par l'État en termes, disons, de redevances, en termes de taxes payées par les entreprises, vous mettez dans la balance la valeur ou la masse monétaire reçue par les Guinéens dans le cadre des salaires perçus, dans le cadre des autres avantages indus, plutôt des avantages indirects. Oui. Perçu par des Guinéens, perçu par le petit commerçant qui est à côté d'une société minière, perçu par quelqu'un qui a mis sa location, comment dirais-je, à des travailleurs venus à Kamsar, par exemple, pour travailler, perçu par quelqu'un qui vend de la nourriture à Kamsar, qui a un restaurant, ou du côté de Sangaredi, ou à Sigiri, ou à Kintinia. Vous trouverez que les revenus qui sont perçus par les citoyens dans le cadre de l'emploi, dans le cadre de la sous-traitance, sont peut-être, on peut estimer 2 fois ou 3 fois plus élevés que les revenus qui sont perçus par l'État. Pour preuve, si vous prenez par exemple les revenus perçus par l'État, selon le dernier rapport ITE en vigueur pour le moment, parce qu'on n'a pas un nouveau, celui de 2017, c'est que l'État a perçu 505 millions de dollars au terme des redevances et des taxes payées par l'ensemble des sociétés minières évoluant en République de Guinée. Et vous mettez ces 505 millions de dollars, vous comparez à ce que les entreprises guinéennes qui ont reçu à avoir un marché, par exemple, de construction d'une cité pour les travailleurs d'une société minière, une société qui a eu le marché de gardiennage ou de la surveillance ou de l'intérim au niveau d'une société. Les Guinéens, les nombreux Guinéens qui sont employés dans ces sociétés avec des salaires un peu importants par rapport au niveau de vie du Guinéen, vous trouverez que il n'y a pas, comme on le dit, il n'y a pas match. C'est que les revenus perçus par les citoyens, les revenus qui sont indirectement perçus par les citoyens rendent beaucoup plus service à la Guinée par rapport aux revenus qui sont perçus par l'administration publique. Donc, c'est d'où la nécessité pour un État sérieux de mettre en œuvre une politique de formation à la base. Et je me réjouis de savoir qu'il y a déjà un projet de construction d'écoles régionales, comment dirais-je, des arts et métiers dans les différentes régions. Et je pense que la construction est un avantage, mais il ne s'agit pas de construire. Parce qu'aujourd'hui, on a des CFP, des centres de formation professionnelle un peu partout, mais malheureusement qui sont dépouillés de contenu de formation. Le contenu de la formation n'est pas adapté aux besoins du marché aujourd'hui, aux besoins des entreprises minières. Si on te forme un plombier qui n'est pas capable de mettre à jour sa connaissance, il va être très difficile pour lui de vendre sa compétence à une entreprise qui a déjà, disons, des normes assez élevées, des normes internationales assez élevées en matière de plomberie. Donc, il faut revoir le contenu. Il faut également faire de sorte que ces instituts de formation soient équipés et que, disons, le niveau soit comparable à quelqu'un qui est formé dans un institut du côté de Saint-Louis au Sénégal, à quelqu'un qui est formé du côté de Pretoria en Afrique du Sud, ou à quelqu'un qui est formé à l'école des mines de Paris. Très important. Il a la même compétence. Donc, c'est là où il y a vraiment un défi pour l'État. Ok. Monsieur Amadou Ba de l'ONG Action Mine Guinée. Alors, Monsieur Ba, revenons à présent sur le contenu de ce projet. Tout à l'heure, on parlait justement du montant qui s'élève à 14 milliards de francs guinéens. Pour la durée du contrat, c'est pour combien d'années? 14 milliards de dollars, j'allais dire. Oui. La durée de la convention est de 25 ans. Oui. Et il y a déjà, disons, quelques indices essentiels qui nous permettent de savoir la couleur de cette convention, même si on n'a pas pour le moment les données
en profondeur, c'est-à-dire les données détaillées de la Convention. Oui. On nous dit que la Convention va permettre, en fait, à la Guinée en termes de revenus, de donner 25% des marchés accordés à des PME et des PMI guinéennes en termes de sous-traitance, oui. 35% pendant la phase, disons, de construction, 25% pendant les 5 premières années de l'exploitation du projet. Donc, et 50% après la 20e année. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut, qu'on peut apprécier. Oui. Et il faut savoir aussi que la société s'est engagée à payer, en termes de compensation financière à l'État, un montant de 100 millions de dollars, comme qu'on peut appeler peut-être ticket d'entrée, dans le cadre, disons, de l'octroi. C'est comme si on payait cela pour dire alors, voilà, nous sommes engagés à mettre en valeur le projet. Donc, oui. C'est quelque chose aussi échelonné qui va être payé en trois phases, c'est-à-dire 50% au premier versement et 25% un peu plus tard et 25% à la deuxième année de l'installation de la société. Donc, c'est quelque chose qui donne un peu les quelques avantages que l'État, de façon immédiate, peut percevoir. Mais il y a des doutes sur certaines choses. Pour moi, personnellement, j'attends d'avoir la convention adoptée, oui. qui est la version finale, pour savoir, disons, cet autre avantage accordé à la société, où on dit que le droit applicable et la stabilisation fiscale et douanière s'appliquent aux 25 ans. Et je voudrais avoir beaucoup plus d'explications. Quel va être le plan d'échelonnement, bien entendu, de cette stabilisation fiscale? Parce que quand on dit stabilisation fiscale, c'est-à-dire on veut parler, disons, du maintien à un même niveau des revenus fiscaux que l'État peut avoir dans le projet. Okay. Si les revenus fiscaux ne suivent pas en fait la croissance du projet, ne prend pas en compte les fluctuations au niveau international, ne prend pas en compte les fluctuations, disons l'évolution croissante du projet en termes de production, en termes bien entendu d'expansion, il va sans dire que la société sera beaucoup plus privilégiée par rapport à l'État guinéen. Mais pour le moment, je ne veux pas spéculer là-dessus parce que on a fait annoncer le titre, on attend de voir le contenu de cet échelonnement. Alors, Monsieur Amadouba de l'ONG Action Mine Guinée, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Voilà, notre invité était bien sûr Monsieur Amadouba de l'ONG Action Mine Guinée. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de SAR 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.